Un millionnaire s'est déguisé en SDF pour tester son unique fils et héritier, mais a découvert une réalité qui l'a laissé dévasté. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Dans une nuit froide et venteuse d'automne, alors que les feuilles mortes dansaient capricieusement au gré de la brise, Alexandre de Bohard, un magnat de la technologie âgé de 70 ans, était assis dans son vaste salon et éclairé seulement par la douce lumière d'une lampe en cristal. Sa demeure, symbole de réussite et de richesse, regorgeait d'objets d'art précieux et de meubles de designer, mais ces luxes semblaient avoir perdu de leur éclat. Enveloppé dans une couverture en cachemire, Alexandre se sentait consumé par une inquiétude que même la beauté de sa maison ne pouvait apaiser. Cette pensée était là fixée sur son unique fils, Éric, dont le comportement récent lui causait de grandes préoccupations. Des rapports sur des attitudes arrogantes et une nature superficielle s'étaient rapidement répandus parmi les connaissances et étaient parvenus jusqu'à lui, ternissant l'image qu'Alexandre avait de son héritier. L'idée que son héritage puisse un jour être entre les mains de quelqu'un d'aussi imprudent et égoïste lui remplissait le cœur de désespoir. Au milieu de l'obscurité de ses pensées, une idée audacieuse commença à prendre forme. Déterminé à ne pas laisser son héritage entre les mains de quelqu'un qui ne montrerait pas une véritable compassion et générosité, Alexandre conçut un plan audacieux. Il allait tester Éric d'une manière que le jeune homme n'aurait jamais imaginée, en se déguisant en mendiant pour observer ses réactions sans le masque des attentes familiales. Dans les jours qui suivirent, Alexandre entra en contact avec un maquilleur professionnel de renom, connu pour son travail dans les effets spéciaux au cinéma. Ils passèrent des semaines à perfectionner le déguisement. Chaque détail de la transformation était méticuleusement planifié, de la texture de la peau aux cheveux ébouriffés et à la barbe de plusieurs jours. Les vêtements furent soigneusement choisis, tous usés et donnant l'impression d'avoir passé d'innombrables nuits à la rue. La nuit déterminée pour le début de son test, Alexandre, désormais méconnaissable sous le nom d'Émile, le mendiant, se regarda une dernière fois dans le miroir avant de partir. Le reflet qu'il voyait était celui d'un homme dont le visage portait les marques d'une vie dure dans les rues. La transformation était si complète qu'un frisson lui parcourut l'échine. Seuls ses yeux restèrent les mêmes, brillant d'une détermination mêlée d'une touche de peur. Le cœur lourd, il murmura à son reflet dans le miroir « Que ce test révèle la vérité que j'ai besoin de connaître, aussi douloureuse soit-elle. » Avec ces mots, Alexandre, désormais Émile, sortit par la porte arrière de sa demeure, laissant derrière lui sa vie de confort. Marchant dans les rues sombres, sentant le vent froid souffler à travers ses vêtements fins, il ressentit une solitude qu'il n'avait jamais connue dans sa vie de luxe. En approchant de la zone où il savait qu'Éric fréquentait, son cœur battait rapidement, non seulement à cause du froid, mais aussi en anticipation de ce qui allait arriver. L'expérience allait lui apprendre plus sur son fils que n'importe quel récit aurait pu révéler, et Alexandre était tout aussi anxieux que craintif de ce qu'il découvrirait cette nuit-là, sous les pâles étoiles d'un automne implacable. Avec ses vêtements fins et insuffisants, Émile ressent le froid tranchant d'une manière qu'Alexandre n'avait jamais expérimentée. Chaque rafale de vent semble pénétrer à travers le tissu, l'enveloppant dans une froideur qui va au-delà du physique, touchant son âme. Il se recroqueville davantage dans son manteau élimé, cherchant une chaleur qu'il sait ne pas être suffisante contre l'automne rigoureux. Alors qu'il se place dans son coin choisi, Émile observe les passants, leurs regards se posant rarement sur lui, et lorsque c'est le cas, se détournant rapidement avec un mélange de malaise et d'indifférence. La réalité d'être invisible pèse sur lui, une révélation douloureuse et humiliante qui le fait remettre en question à quel point il connaissait vraiment le monde qui l'entourait, malgré ses nombreuses années et expériences. Alexandre, sous le déguisement d'Émile, commence à ressentir une solitude et un désarroi qu'il n'avait jamais pensé possible dans sa vie précédente d'influence et de pouvoir. Il se demande combien de ces passants pourraient être comme Éric, son fils, absorbés par leur propre vie, indifférents à la réalité dure qui se déroule quotidiennement dans les rues qu'il fréquente seulement superficiellement. Tandis qu'il attend, anxieux et tremblant autant du froid que de l'anticipation, Alexandre se demande si Éric montrera un signe de reconnaissance ou de compassion. Est-ce qu'il verra au-delà de la surface, ou bien Émile restera-t-il juste un autre visage oublié dans la foule? La réponse,
Alexandre le sait, sera crucial pour l'avenir de son héritage et la continuité de sa foi en son fils qu'il aime tant, mais qu'il remet maintenant sérieusement en question. Dans un après-midi particulièrement glacial, le ciel était obscurci par des nuages lourds qui promettaient de la neige. Le vent tranchant faisait frissonner les gens et les incitait à resserrer leurs manteaux tandis qu'ils se pressaient dans les rues de la ville. À proximité d'un imposant bâtiment d'entreprise, d'où émergeaient souvent des cadres et des professionnels prospères, Alexandre, déguisé en Émile, se tenait à l'angle, son cœur battant d'une mixture d'anxiété et de crainte. Soudain, la porte du bâtiment s'ouvrit et Éric, le fils d'Alexandre, en sortit. Il était élégamment vêtu d'un manteau de laine sombre et d'une écharpe de soie, parlant au téléphone avec une expression intense et concentrée. Absorbé dans sa bulle de réalité professionnelle, Éric marchait avec l'assurance de quelqu'un qui domine son monde, complètement inconscient de la dure réalité des rues qui l'entourent. Émile observa son fils s'approcher et, rassemblant son courage, fit un pas en avant, tendant une main tremblante. La main était ridée et sale, une vue douloureuse qui contrastait fortement avec l'image polie d'Éric. « S'il vous plaît, jeune homme, une aide pour un vieil homme ?» La voix d'Émile trembla, plus par émotion que par froid. Éric, sans lever les yeux de son téléphone, fronça seulement les sourcils tout en continuant sa conversation. Sans un mot, il fouilla dans la poche de son manteau, sortit quelques pièces et les lança en direction d'Émile. Les pièces s'entrechoquèrent avec un tintement métallique, se dispersant sur le froid trottoir. Certaines atteignirent le gobelet en carton, d'autres roulèrent au loin, brillant brièvement avant de se calmer dans l'ombre. « Oui, bien sûr, nous finirons cela demain. Non, il n'y a aucun problème, » continuait Éric, passant devant Émile comme s'il n'était guère plus qu'un poteau ou un élément du mobilier urbain. Le cœur d'Alexandre, dissimulé sous le déguisement d'Émile, s'enfonça. L'indifférence décontractée de son fils le blessa plus profondément que n'importe quel vent glacial. Avec difficulté, il se baissa pour ramasser les pièces, chaque mouvement résonnant de la froideur de l'interaction. En regardant son fils s'éloigner, Émile ressentit un poids écrasant sur sa poitrine. La déception était palpable, presque comme s'il avait absorbé le froid autour de lui. Alexandre avait espéré, peut-être naïvement, qu'Éric montrerait ne serait-ce qu'un soupçon de compassion, ou tout au moins de reconnaissance humaine. Mais la vérité était devant lui, aussi claire et froide que le jour. Il resta là un instant de plus, réfléchissant aux implications de ceux qu'il venait de voir. « Comment peut-il, mon propre fils, être si indifférent ?» murmura Émile pour lui-même, une question rhétorique chargée de douleur et d'incrédulité. Se ressaisissant, Émile glissa les pièces dans la poche de son manteau usé. Il savait que ce n'était que le premier test, comme il l'avait prévu, mais la réalité du résultat était plus difficile à accepter que ce qu'il avait anticipé. Avec un soupir lourd, il se leva et se prépara à suivre discrètement son fils, l'espoir brillant toujours faiblement en lui que les prochains tests révéleraient quelque chose de différent, quelque chose de plus. Mais en cet instant, sous le ciel menaçant chargé de neige, Alexandre se sentit aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le chemin à parcourir serait long et, il le craignait, peut-être aussi désolant que cet après-midi glacial. Dans les jours qui suivirent le premier test, Alexandre, toujours sous le déguisement d'Émile, continua à suivre son fils dans les rues froides de la ville. L'hiver avançait implacablement, et les matins étaient souvent accueillis par de fines couches de glace recouvrant les trottoirs et brouillant la respiration de ceux qui osaient affronter le froid. Alexandre sentait chaque jour davantage le poids du froid et de la déception. Mais sa détermination ne faiblissait pas. Il devait voir jusqu'où allait la duplicité de son fils, observant depuis son coin habituel, déguisé parmi les nombreux visages oubliés de la ville, Alexandre remarqua les comportements d'Éric. Certains jours, lorsque le jeune homme était accompagné de collègues de travail ou d'amis, son comportement changeait dramatiquement. Éric se transformait en un homme apparemment bienveillant, souriant chaleureusement et s'arrêtant pour parler aux mendiants. Il ouvrait généreusement son portefeuille, donnant des billets plutôt que des pièces, accompagnés de mots gentils et de tapes amicales dans le dos. « Regardez, mes amis, nous devons prendre soin des moins fortunés », disait Éric, sa voix assez forte pour être entendue par ses accompagnateurs. « Nous méritons tous une seconde chance, n'est-ce pas ?» Il jetait un regard autour de lui, s'assurant que sa générosité était bien observée. Ceux actes de charité, cependant, laissaient un goût amer dans la bouche d'Alexandre. Ils semblaient être des mises en scène soigneusement orchestrées,
destiné plus à cultiver une image publique favorable qu'à exprimer une véritable compassion. Émile, personnification du doute et du désenchantement, regardait tout cela, son cœur de plus en plus lourd. Quand Éric pensait être seul, sa vraie nature ressortait avec une facilité déconcertante. À une occasion, Alexandre le vit s'approcher d'un vieux mendiant demandant silencieusement de l'aide. Sans ami à proximité pour témoigner de sa bienveillance, Éric passa devant l'homme avec un regard de mépris évident. « Trouve-toi un boulot, mec », murmura-t-il, sarcastique, sans s'arrêter ni se retourner. À un autre moment, alors qu'il marchait seul dans le parc, Éric fut abordé par une femme avec un enfant en bas âge. Il semblait affamé et désespéré. « Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous nous aider avec quelque chose à manger ?» demanda la femme avec hésitation. Éric, la regardant de haut en bas avec froideur, répondit brusquement « Je ne suis pas une banque de charité », avant de s'éloigner rapidement, les laissant dans l'incertitude et le froid. Chacun de ces incidents était comme un coup pour Alexandre. Il documentait mentalement chaque action et chaque mot, une collection douloureuse de preuves de la faille de caractère de son fils. Le soir, de retour dans la solitude de son déguisement, Émile réfléchissait sur le fossé croissant entre l'image publique d'Éric et l'homme qu'il était vraiment. Ce fardeau, s'accumulant jour après jour, pesait lourdement sur Alexandre. Il commençait à remettre en question non seulement l'éthique et la moralité de son fils, mais aussi son propre rôle en tant que père au fil des ans. Avait-il échoué dans un aspect crucial de l'éducation d'Éric ? Est-ce que le luxe et le confort qu'il avait procuré avaient fini par enseigner à son fils les mauvaises leçons sur la valeur et la vertu ? Alors que l'hiver s'approfondissait et que les ombres des après-midi s'allongeaient, Alexandre, sous le froid déguisement d'Émile, se sentait de plus en plus isolé, à la fois du monde qui l'entourait et du fils qu'il croyait connaître. Un après-midi où le soleil hésitait à percer les nuages gris, offrant un bref moment de calme dans l'agitation constante de la ville, Alexandre, toujours déguisé en Émile, trouva un rare espace de tranquillité. Assis sur un banc de parc usé par le temps, il observait pensivement les feuilles d'automne qui dansaient lentement vers le sol. Seules pensées étaient perdues dans l'indifférence glaciale de son fils, quand une voix douce interrompit sa rêverie. Se retournant, il vit Lila, une jeune sans-abri aux yeux profonds et tristes, semblant porter en elle des histoires d'une vie entière. Son visage, bien que marqué par les adversités, rayonnait d'une sorte de beauté résiliente que seules les âmes fortement éprouvées exhibent. Elle s'assit à côté d'Émile, partageant le banc avec une familiarité que seuls les démunis semblent avoir entre eux. « Tu es Émile, n'est-ce pas ? Je t'ai vu l'autre jour essayer de parler à ce jeune homme riche, Éric, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une curiosité douce. Alexandre hocha la tête, surpris par son observation. Lila continua. « Je connaissais Éric avant, tu sais. Il était différent. Il aidait beaucoup par ici. Mais après la mort de sa mère, il a changé. Il est devenu froid, distant. » Elle soupira, regardant les mains entrelacées sur ses genoux. Son père, un grand magnat, d'après ce que j'ai entendu, l'a pratiquement abandonné après la mort de sa mère. On dit qu'il s'est plongé dans le travail et a laissé le garçon seul avec la fortune, mais sans amour de père. L'argent ne remplace pas ça, tu sais. À chaque mot de Lila, le cœur d'Alexandre s'alourdissait encore plus. L'impact de ses paroles était comme un coup, chacune d'elles érodant l'image qu'il avait de lui-même en tant que père. Il ressentit une vague de responsabilité et de culpabilité l'envahir. Le voilà, déguisé, jugeant son fils pour une froideur qu'il aurait lui-même pu causer. Je ne savais pas qu'il était si affecté, par sa mort, par mon absence, murmura Émile plus pour lui-même que pour Lila, sa voix empreinte de remords. Lila le regarda, ses yeux brillants d'un mélange de compréhension et de tristesse. Parfois, nous ne voyons pas les choses qui sont juste devant nous, n'est-ce pas ? Nous nous perdons dans nos propres douleurs et oublions que les autres souffrent aussi. Les paroles de Lila résonnèrent dans l'esprit d'Alexandre, le poussant à remettre en question tous ses choix passés. La révélation que son propre abandon pourrait avoir poussé Éric vers un état de dédain et d'isolement émotionnel le frappa durement. Alexandre réalisa, peut-être trop tard, que la transformation de son fils en un homme qu'il ne reconnaissait guère n'était pas seulement le résultat des influences extérieures ou d'une faille intrinsèque du caractère d'Éric, mais aussi une conséquence directe de ses propres actions. Émile et Lila continuèrent à discuter pendant un certain temps, elle partageant davantage sur les jours plus lumineux d'Éric
et les ombres qui l'avaient progressivement enveloppé. Chaque histoire ajoutait une couche de compréhension et d'empathie à la vision d'Alexandre sur son fils, lui ouvrant les yeux sur les complexités émotionnelles qu'il avait ignorées. Lorsqu'ils se dirent au revoir, Alexandre resta assis sur le banc pendant longtemps, absorbé par ses pensées et son chagrin. L'après-midi laissait place au crépuscule, et tandis que la lumière du jour disparaissait, il sentait une détermination sombre grandir en lui. Il savait qu'il avait beaucoup à réparer, et que son chemin à venir serait à la fois une rédemption personnelle et une reconnexion avec son fils. Le voyage serait difficile et douloureux, mais nécessaire. Il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire non seulement pour restaurer l'héritage de sa famille, mais aussi, et surtout, pour reconstruire la relation brisée avec son fils. Réfléchissant aux paroles de Lila, Alexandre, toujours sous la peau usée d'Émile, se sentait comme si un rideau avait été tiré, révélant une scène qu'il avait jusqu'alors refusé d'affronter. Les paroles de la jeune femme résonnèrent dans son esprit, faisant remonter des souvenirs d'une période qu'il avait tenté de bloquer avec le bruit incessant de ses affaires. Il se souvenait des jours sombres qui avaient suivi la mort de sa femme, un moment où le silence de sa maison devenait assourdissant, brisé seulement par le son de ses propres pas dans les couloirs vides. À l'époque, Alexandre s'était réfugié dans le seul endroit qui semblait offrir quelques distractions à la douleur qui le consumait, son travail. Il s'était plongé dans des projets et des réunions, voyageant constamment et laissant le foyer de plus en plus désert, non seulement par son absence physique, mais aussi émotionnelle. La technologie et les affaires étaient redevenues son refuge, une forteresse contre le deuil qui menaçait de le submerger. Maintenant, assis seul sur un banc de parc froid, Alexandre réalisait le prix de ce choix. Éric, qui à l'époque n'était encore qu'un adolescent, avait été laissé pour naviguer son propre océan de deuil sans un phare pour le guider. Le garçon avait besoin d'un père, de quelqu'un pour l'aider à comprendre la mort, la douleur, la vie qui continuait. Au lieu de cela, il avait trouvé un vide, une maison devenant de plus en plus un écho d'absence. La reconnaissance de cette défaillance plongea Alexandre dans un état de tourment. La culpabilité s'ajoutait à sa charge émotionnelle déjà complexe, rejoignant la tristesse et le remords qu'il ressentait pour l'indifférence qui caractérisait désormais la relation entre lui et son fils. Comment pouvait-il, lui qui s'efforçait tant d'être un leader dans son entreprise, échouer si fondamentalement dans le rôle le plus crucial de sa vie? La vérité était dure et claire. En essayant d'échapper à sa propre douleur, Alexandre avait involontairement élargi le fossé émotionnel entre lui et Éric, laissant son fils essentiellement orphelin à un moment critique. Cette dure réalité le touchait profondément, le faisant remettre en question non seulement ses décisions passées, mais aussi la voie à suivre. Comment pourrait-il réparer les dommages causés? Était-il possible de reconstruire un pont qui semblait depuis longtemps s'effondrer? Alexandre savait que le chemin à parcourir serait difficile. Il devrait affronter non seulement le ressentiment d'Éric, mais aussi ses propres défauts et insécurités. Pourtant, il était déterminé à essayer, aussi décourageante que la tâche puisse sembler. Dans le silence du parc, avec la nuit tombant autour de lui et les premières étoiles commençant à briller dans le ciel, Alexandre se sentit poussé à prendre une décision. Il devait faire plus que simplement observer son fils de loin. Il devait se réengager dans sa vie, offrir le soutien et l'amour qu'il avait négligé pendant si longtemps. Il était temps de laisser de côté le manteau d'Émile et de reprendre sa véritable identité, non seulement en tant que magnat, mais aussi en tant que père. Résolu à affronter la réalité une fois pour toutes, Alexandre, toujours sous le déguisement d'Émile, planifia ce qui serait son test final et le plus dramatique. La nuit choisie était exceptionnellement froide, avec un vent coupant qui semblait traverser les vêtements les plus épais, et le ciel était d'un noir total, sans étoiles pour offrir ne serait-ce qu'un faible réconfort de lumière. Émile avait choisi une ruelle sombre près d'un restaurant élégant, un endroit qu'il savait qu'Éric fréquenterait ce soir-là. La ruelle, normalement déserte et peu éclairée, offrait le cadre parfait pour le test. Revêtu d'un costume méticuleusement préparé pour ressembler à un homme gravement blessé, Alexandre s'était positionné de manière à ce qu'il soit inévitable pour tout passant de le voir en passant. Allongé de manière vulnérable sur le sol froid de la ruelle, Émile gémissait de douleur, une performance qui portait tout le poids de son désespoir non seulement physique, mais émotionnel. Les heures s'écoulaient lentement, avec peu de gens passant dans la ruelle, jusqu'à ce que finalement, la silhouette familière d'Éric apparaisse.
Il sortait du restaurant, élégamment vêtu, riant de quelque chose que quelqu'un dans le groupe avait dit. Lorsque Eric s'approcha de la ruelle, Émile appela à l'aide d'une voix faible mais suffisamment forte pour être entendue. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi » implora-t-il, sa voix tremblante de froid et d'urgence. Son espoir était que l'instinct basique de compassion de son fils puisse émerger à ce moment critique. En entendant la voix, Eric fit une pause pendant une brève seconde. Ses amis, indifférents, continuèrent à marcher, mais Eric regarda en direction de la ruelle. Il entendit Émile appeler à nouveau, et quelque chose dans la voix du mendiant lui sembla vaguement familier. Pendant un moment, il sembla qu'il ferait un pas vers Émile, mais alors, après une brève hésitation, il secoua la tête et continua son chemin, rejoignant les amis qui avaient déjà tourné au coin de la rue. Le cœur d'Alexandre se brisa au moment exact où Eric décida d'ignorer l'appel. Même s'il avait reconnu quelque chose dans la voix d'Émile, il n'a pas été poussé à enquêter ou à aider. Alexandre resta seul, toujours allongé sur le sol froid, la réalité de sa situation et celle de son fils le frappant avec une force dévastatrice. La négligence d'Éric cette nuit-là servit de confirmation douloureuse de la détérioration du caractère du fils qu'il pensait connaître. La douleur et la désillusion ressenties par Alexandre à ce moment-là étaient presque insupportables. Il réalisa qu'en dépit de toutes ses tentatives, il pourrait ne plus y avoir rien qu'il puisse faire pour racheter son fils ou réparer les erreurs qu'il avait commises dans son éducation. Avec le cœur lourd, il savait qu'il aurait à prendre des décisions difficiles dans les jours à venir. Le test final avait non seulement révélé la vérité sur Éric, mais avait également jeté une lumière sombre sur Alexandre lui-même, le défiant de confronter non seulement son fils, mais aussi lui-même et l'héritage qu'il laisserait derrière lui. Le soir du dîner familial, la demeure d'Alexandre de Bohard était illuminée, émettant une lueur accueillante sous le ciel étoilé. À l'intérieur de la grande salle à manger, la table était méticuleusement dressée, les couverts étincelants et les verres en cristal reflétant la lumière douce des lustres. L'arôme d'un festin soigneusement préparé flottait dans l'air, promettant une soirée de célébration et de réunion. Cependant, ce qui suivit ne fut rien de ce que les invités attendaient. Au lieu d'Alexandre entrant comme le patriarche imposant que tous connaissaient, la porte de la salle à manger s'ouvrit pour révéler une figure désordonnée et sale, Émile, le mendiant. Le choc fut instantané. Éric, voyant la figure débraillée et malpropre entrer dans la salle, se leva brusquement, le cœur battant de peur et de confusion. « Un mendiant! Comment est-il entré ici? Quelqu'un appelle la sécurité !» s'écria Éric, reculant instinctivement. Les domestiques de la maison hésitèrent, tout aussi surpris et incertains sur la marche à suivre. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, Émile commença à se débarrasser du déguisement. Alors que la fausse barbe et les haillons étaient enlevés, la figure d'Alexandre de Bohard émergeait, laissant tous dans la salle complètement abasourdis. Éric, reconnaissant son père sous le déguisement du mendiant, se rassit, pâle et visiblement bouleversé. Le silence qui suivit fut profond, interrompu seulement par le son de la respiration lourde d'Éric et par le léger froissement des vêtements d'Alexandre ajustant sa tenue, reprenant sa véritable forme. Avec tous les regards rivés sur lui, Alexandre prit place à la tête de la table. Son expression était sérieuse, ses yeux portant un mélange de tristesse et de détermination. « Cette nuit, » commença Alexandre, sa voix ferme mais chargée d'émotion, « j'ai révélé plus que simplement mon identité. Ces dernières semaines, j'ai marché parmi vous déguisé, non pour tromper, mais pour découvrir des vérités qui autrement seraient restées cachées. » Il fit une pause, regardant directement Éric, qui avait du mal à soutenir le regard de son père. « Ce que j'ai appris dans les rues sur la générosité, le désespoir, et sur nous, sur toi, Éric, est douloureux. J'ai vu des actions qui m'ont rempli de fierté, mais aussi des attitudes qui m'ont laissé désolé. » Éric avala difficilement, l'impact des paroles de son père pesant sur lui comme une dalle de marbre. Il voulait se défendre, dire quelque chose, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Il savait que son comportement avait été observé, jugé, et maintenant exposé devant sa famille et les serviteurs de la maison. Alexandre continua, chaque mot renforçant la gravité de son voyage. « J'ai choisi de marcher comme un étranger parmi mon propre peuple pour mieux comprendre qui nous sommes. Ce que j'ai vu et vécu m'a forcé à confronter non seulement toi, Éric, mais aussi moi-même. Nous avons beaucoup à réparer, tant dans notre relation que dans nos propres vies. » Le dîner se déroula dans une atmosphère de réflexion intense.
Eric, confronté à présent à la réalité de ses actes et à la claire déception dans les yeux de son père, ressentait un poids écrasant. C'était un moment de révélation, un tournant qui définirait l'avenir de sa relation avec Alexandre. Il savait que les choix à venir seraient cruciaux, non seulement pour restaurer la confiance de son père, mais aussi pour reconstruire sa propre essence en tant qu'être humain et héritier d'un héritage si significatif. Après la révélation choquante pendant le dîner, la pièce resta plongée dans un silence chargé d'émotions. Alexandre, réalisant la turbulence qu'il avait déclenchée, prit une profonde inspiration et regarda directement Eric dont les yeux reflétaient encore le choc et l'inconfort. Déterminé à restaurer un certain sens d'unité qui s'était effondré au fil des années, Alexandre parla avec une sincérité qu'il montrait rarement. « Eric, je te demande pardon », commença Alexandre, sa voix tremblante d'émotion. « J'étais consumé par ma propre douleur et je t'ai laissé seul quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai échoué en tant que père, et cela est quelque chose qui ne pourrait jamais être justifié. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Et bien que je souhaite que les choses soient différentes, je sais qu'il est encore temps de recommencer. Je veux être là pour toi, non seulement en tant que ton père, mais comme quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter. » Alexandre continua, sa voix ferme mais empreinte de précaution. « Cependant, je ne peux ignorer ce que j'ai observé en étant déguisé. Tu n'es pas encore prêt à prendre les rênes de l'empire que j'ai construit. Ce n'est pas un jugement de ton caractère, mais une constatation que nous avons tous les deux beaucoup à apprendre et à mûrir. » Eric, écoutant les paroles de son père, ressentit un mélange complexe d'émotions. L'offre de réconciliation touchait son cœur, mais l'hésitation de son père à lui céder les rênes de son empire le blessait profondément. Il se sentait confronté, et dans une certaine mesure, humilié. Incapable de contenir sa frustration, Eric se leva brusquement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit-il d'une voix tendue, avant de s'éloigner rapidement de la table, laissant la pièce dans un silence inconfortable. Dans les jours qui suivirent, Eric se retira dans une vie plus recluse, passant de longs moments seul dans son aile de la maison. Il revivait chaque rencontre avec Émile, chaque conversation qu'il avait eue, chaque geste d'indifférence qu'il avait montré. Chaque instant d'égoïsme et chaque échec à faire preuve de compassion pesait sur lui, comme si chaque choix passé était une pièce d'un puzzle qui composait désormais une image claire de ce qu'il était devenu. Cette introspection n'était pas facile. Eric était confronté à des vérités douloureuses sur lui-même, reconnaissant l'ampleur de l'impact de ses actions et à quel point il s'était éloigné des valeurs que son père et sa mère attendaient qu'il cultive. Le processus était amer mais nécessaire. Il commençait à comprendre que peut-être c'était là le premier pas vers un changement authentique. Réfléchissant aux leçons apprises, Eric commença progressivement à envisager comment il pourrait réparer les dommages causés, non seulement dans sa relation avec son père, mais aussi en lui-même. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile et plein de défis, mais il comprenait également que le renouveau, bien que tardif, était encore possible. Cette phase de réflexion marquait le début de son voyage pour devenir quelqu'un qui pourrait, un jour, être vraiment à la hauteur de l'héritage de sa famille. Des mois après le confrontation transformateur avec son père, Eric se retrouvait dans un processus graduel d'introspection et de changement. Il commençait à remettre en question non seulement les choix qu'il avait faits, mais aussi comment il pourrait contribuer de manière plus significative au monde qui l'entoure. Dans ce voyage de redécouverte, un événement inattendu lui offrit une nouvelle perspective. Un jour ordinaire, alors qu'il visitait son restaurant préféré, Eric fut frappé par une scène qui captura son attention et éveilla sa curiosité. Une longue file de sans-abri et de personnes dans le besoin s'étendait devant l'établissement. Parmi eux se trouvait Lila, la jeune femme qui quelques mois auparavant lui avait offert des perspectives cruciales sur sa propre vie et celle de son père. Lila aidait les employés du restaurant à distribuer des repas, une initiative de charité que l'établissement avait organisée. En voyant Eric, Lila lui fit signe, un sourire de reconnaissance illuminant son visage. Touché par la scène et poussé par un désir renouvelé de faire la différence, Eric n'hésita pas. Il s'approcha d'elle et se proposa pour aider. Revêtu d'un tablier improvisé, il commença à servir des repas, discutant avec Lila et les personnes dans la file. Ce jour-là marqua un tournant pour Eric. Il écouta attentivement les histoires de vie des sans-abri, chacune d'elles étant une tapisserie de lutte, d'espoir et de rêves pas si différents des siens.
Il partagea des repas avec eux, riant et parfois presque en larmes en écoutant les récits. La réalité de ces personnes, si souvent invisible pour ceux qui occupaient des positions de privilège et de pouvoir, devint vive et tangible pour lui. Inspiré par cette expérience, Eric décida de s'inscrire à un programme d'assistance aux personnes dans le besoin. Travailler directement avec la communauté lui donna non seulement une nouvelle perspective sur la vie, mais aussi sur lui-même et sur le genre d'homme qu'il voulait être. En s'impliquant davantage, chaque jour de service démantelait un peu plus les barrières d'indifférence qu'il avait construites au fil des ans. Le voyage n'était pas facile. Il y avait des jours de frustration et de fatigue, des moments où les disparités sociales et les limites de ce qu'il pouvait faire individuellement pesèrent sur lui. Cependant, à chaque interaction, à chaque gratitude exprimée par ceux qui l'aidaient, Eric sentait son ancienne armure d'indifférence commencer à se désagréger. Tout au long des mois, cette nouvelle trajectoire l'a transformé. Il ne voyait plus seulement le monde à travers des lentilles plus empathiques et compatissantes, mais il avait également commencé à reconstruire sa relation avec son père. Alexandre, observant les changements chez son fils, ressentait un mélange de soulagement et de fierté. La décision d'Éric de changer de cap avait non seulement amélioré sa propre vie, mais avait également commencé à guérir la blessure depuis longtemps ouverte entre eux, prouvant qu'en dépit des erreurs du passé, il y a toujours place pour la croissance, le pardon et une nouvelle direction. L'initiative d'Éric a non seulement transformé la vie des personnes qu'elle aidait, mais aussi la sienne et celle de son père. Ensemble, ils ont non seulement changé leur propre récit familial de distance et de désaccord pour en faire un de collaboration et de soutien mutuel, mais ils ont également eu un impact profond et durable sur la communauté, prouvant que même des situations les plus difficiles peuvent donner naissance à des histoires d'espoir et de renouveau. Après des mois de travail commun au sein de l'organisation à but non lucratif et en témoignant de la dévotion sincère et de la transformation d'Éric, Alexandre était convaincu du caractère renouvelé de son fils. Se rendant compte qu'Éric avait non seulement changé en tant que personne, mais avait également fait preuve d'un leadership compatissant et efficace, il décida qu'il était temps de passer le flambeau de son entreprise à Éric. Cependant, cette transition s'accompagnerait d'une nouvelle mission pour l'entreprise: intégrer la responsabilité sociale au cœur de ses opérations commerciales. Lors d'une dernière rencontre, marquée par la gravité mais aussi par l'espoir, Alexandre et Éric se retrouvèrent dans le bureau qu'Alexandre avait occupé pendant tant d'années. Le bureau, autrefois un lieu de décision commerciale strict, servirait maintenant de cadre à l'un des moments les plus significatifs de leur vie. « Père », commença Éric, son ton empreint de respect et d'une légère incertitude quant à la manière d'exprimer sa gratitude et sa nouvelle compréhension. « Je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. Les défis, les erreurs, ils m'ont appris plus que je ne l'aurais cru. » Alexandre, regardant son fils avec un mélange de fierté et de soulagement, acquiesça. « J'ai aussi appris, Éric. J'ai appris sur la fragilité des relations humaines et sur la force nécessaire pour les reconstruire. L'entreprise et son héritage sont importants, mais rien de tout cela n'a de sens sans un fondement de véritables valeurs humaines. » Ils se dirigèrent vers la fenêtre donnant sur la ville en contrebas, reflet des nombreuses vies et histoires qui s'entrelaçaient et qu'ils s'efforçaient désormais d'impact positivement. « Je te remets la direction non seulement comme un pas dans la succession d'entreprises, mais comme une marque de confiance en ta vision et en ton cœur renouvelé, » déclara Alexandre, officialisant le moment. « Que l'entreprise soit une force pour le bien, tout comme tu l'es devenu. » Éric, profondément ému, ressentit le poids et le privilège de ces nouvelles responsabilités. « Je ferai de mon mieux, et avec votre guidance, j'espère continuer à transformer non seulement notre entreprise, mais aussi les communautés qu'elle impacte. » Ensemble, père et fils partagèrent une étreinte, un symbole de réconciliation et d'acceptation mutuelle. Ils avaient surmonté des barrières personnelles et professionnelles et regardaient maintenant vers l'avenir avec un engagement renouvelé à vivre et à diriger avec empathie, pardon et un engagement envers les secondes chances. L'histoire d'Alexandre et d'Éric se termine, mais le message qu'ils laissent est éternel et puissant. Ils rappellent à tous que la construction d'un héritage de véritables valeurs humaines nécessite plus que le succès financier. Elle nécessite une compréhension profonde de nos erreurs et faiblesses et le courage de les affronter, non seulement en nous-mêmes, mais aussi chez les autres. Avec empathie, pardon et la volonté de donner des secondes chances, nous pouvons vraiment transformer le monde qui nous entoure, une relation à la fois.